Christophe Barbier, ça fait des années et des années qu'on en entend parler. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Ah, je crois que c'est la bonne. Ah, bon. D'abord parce qu'à mon avis, si c'est pas la bonne, c'est la dernière. Et si on ne le fait pas, on va avoir un délitement de l'euro à la prochaine crise financière, dans 1 an, dans 10 ans, et on n'aura pas réussi à verrouiller cette organisation monétaire. Elle volera en éclats, on n'est pas passé loin. C'est la bonne aussi, je pense, parce que François Hollande ne peut pas se permettre de vendre du vent à 18 mois de la présidentielle, et que s'il n'y a pas des avancées concrètes entre aujourd'hui et mai 2017, alors il ne s'agira pas d'avoir réalisé ce gouvernement, de l'avoir installé, d'avoir déjà travaillé, mais s'il n'a pas déjà franchi plusieurs crans qui rendent irréversible le processus, je pense qu'il en sera sanctionné électoralement. Alors je ne suis pas sûr qu'Angela Merkel ait autant d'allant. Mais elle est dans une coalition compliquée, elle a vu elle-même à quel point c'était difficile de gérer la situation telle qu'elle a pu la gérer lors du cas grec. La méthode dure, la ligne dure n'a pas pu l'emporter facilement et seule. Elle a dû faire des concessions. Donc peut-être qu'elle se dit qu'au sein d'une gouvernance de la zone euro plus exécutive, eh bien, on éviterait les bêtises, on éviterait les problèmes qui s'aggravent, les plaies qui s'infectent, et on éviterait de revivre ce qu'on a vécu là. Irène Nchospé, vous y croyez, vous, cette fois c'est la bonne, là, le gouvernement de la zone euro avec des ministres à part entière? Non, je n'y crois pas du tout, parce que vous avez dit François Hollande, alors il était déjà audacieux, le voilà avant-gardiste. Franchement, je crois qu'on rêve un peu, parce que, bon, on dit chaque fois qu'il y a une crise un peu sévère, on dit qu'il faut un gouvernement de la zone euro. On peut considérer qu'il existe. L'Eurogroupe existe, avec un président permanent, élu pour 2 ans et demi. On a un sommet de la zone euro qui a été institutionnalisé il y a 2 ans. Donc, on faut plutôt se demander pourquoi ce qui existe ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que chacun y va en défendant ses propres intérêts, et notamment la France, qui, lorsqu'elle va à Bruxelles, ne pense qu'à une chose, faire oublier qu'elle ne tient pas ses engagements. Donc, moi, je crois qu'on s'imagine que la France compte beaucoup, mais qu'est-ce que va pouvoir négocier François Hollande avec Madame Merkel, alors qu'on ne tient aucun engagement européen, que notre dette explose, que les dépenses publiques ne diminuent pas? C'est pas sérieux. Donc, je pense en plus, dans ses engagements, dans la résolution numéro 11 de ses engagements de candidat, c'était très flou. Il sort ça de son chapeau comme il n'a rien préparé. Je vous rappelle que le dernier référendum sur l'Europe en France, c'était non. Donc c'est pas la bonne façon, et il devrait y avoir un peu plus de méthode. Et moi, je n'y crois pas. Je crois que c'est un coup de com', voilà, pour essayer de faire croire qu'il compte. Mais il ne compte pas dans cette négociation. Alain Fabre, vous aussi. Alors, c'est quoi? C'est sorti du chapeau, là, le gouvernement de la zone euro? De manière un peu différente que Christophe Barbier, je voudrais que ce soit la bonne. Et en plus, j'ajoute derrière, c'est une nécessité. Le point important, c'est qu'on a vu ces dernières semaines des bagarres pratiquement entre Européens sur des questions de TVA dans les îles grecques. Mario Monti se plaignait qu'on ne parlait pas assez de politique en zone euro. Donc il faut rendre hommage là-dessus au président, d'avoir un petit peu remis la priorité politique sur le devant de la table. Moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on ne comprend l'euro que si on comprend que c'est à la racine un projet politique. Quand la crise, on en a moins parlé ces dernières semaines, mais quand on a connu la crise en 2010-2011, tout le monde a dit, y compris, ou peut-être même le premier, Jean-Claude Trichet, il faut le fédéralisme budgétaire. Il faut le fédéralisme politique. Ça fait 20 ans qu'on dit ça, donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, là, en juillet 2015, nous serions prêts? Vous avez raison, je ne pense pas qu'on soit prêt. D'abord, je partage votre opinion, la France est dans un état assez délabré, c'est compliqué. Deuxièmement, il y a quelques semaines encore, Emmanuel Macron et son homologue allemand, Sigmar Gabriel, ont signé dans le Figaro une très belle tribune, un peu sur le même thème, en disant il faut faire le fédéralisme politique. Oui, mais c'est une proclamation de foi, on ne dit jamais ce qu'on met dedans. Qu'est-ce qu'on met quand on construit un fédéralisme politique? On met la défense, est-ce que la France est prête à mettre sa défense? On met la diplomatie, oui, j'en sais rien. En 1954, on a dit non. On met la diplomatie, et puis on met les attributs de souveraineté. Est-ce que François Hollande est prêt aujourd'hui à parler d'attributs de souveraineté avec Mme Merkel? Jean Garrigue, c'est vrai, on est toujours oui sur le papier, et puis en pratique... C'est l'éternel dilemme de l'Europe, qui est une idée à la base, qui est un projet, je dirais une utopie politique, et puis qui a dû se construire à travers justement un projet économique. Et le rapport de Jacques Delors en 1989, si je ne m'abuse, montre bien ce que vous disiez, c'est-à-dire la dimension politique du projet économique. Mais moi, je vois aussi une raison, alors là, strictement politique, à la nécessité pour François Hollande de réussir une relance de l'Europe, quelle qu'elle soit. On est dans une phase où on le voit bien, où le populisme, c'est-à-dire les oppositions, s'alimentent justement à l'anti-Europe. Donc il est crucial aujourd'hui, mais même sur un plan électoral, il est crucial pour les partis dits de gouvernement, c'est-à-dire que ce soit la gauche ou la droite,
de rendre populaire, en tout cas de remettre un peu de crédibilité, de remettre un souffle dans cette idée européenne. Et donc, sur ce plan-là, strictement sur ce plan-là, on a déjà ce texte de François Hollande va dans le bon sens, c'est incontestable. Alors, concrètement d'abord, de quoi parle-t-on? Parce que c'est pas clair. Alors, ce serait quoi? Un gouvernement de la zone euro, où Manuel Valls dit non, on reviendrait avec uniquement les 6 pays fondateurs qui iraient de l'avant? Il y a deux choses. Il y a le périmètre et il y a le contenu. Voilà. Le périmètre, c'est au maximum tous ceux qui composent la zone euro. 19. Au minimum, les 6 des origines. En disant 6, Manuel Valls n'a pas pris de risque. À mon avis, il se trompe. Il faut qu'il y ait une force géopolitique supérieure à celle-là. Mais comme on parle d'avant-garde, l'essentiel, c'est de commencer à 2. La France et l'Allemagne. Les autres suivront. Alors bien sûr, Irène Tchaospé avait raison. On a pour l'instant une gouvernance monétaire, on a un outil monétaire, puis on se voit avec des sommets pour voir comment ça marche. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut mettre des contenus en effet régaliens. Alors commençons, puisque c'était une crise économique et sociale, par mettre ensemble les lignes fiscales, les stratégies fiscales de la France et de l'Allemagne. On veut faire quoi en termes de stratégie fiscale? Favoriser les entreprises, attirer des investisseurs, favoriser les ménages, faire de la redistribution. Mettons-nous d'accord, les autres suivront. Il faut continuer avec une même politique d'investissement économique. Priorité à l'industrie, priorité à la recherche, priorité au tertiaire, aux services. Comment on répartit nos investissements, nos billes sur ces divers secteurs? Évidemment, ça va nous amener à parler de l'éducation. Alors, on ne va pas faire une seule école de la Baltique jusqu'à la Méditerranée. Il faut évidemment des systèmes nationaux qui perdurent. Mais il faut faire travailler cela ensemble, comme on a réussi à le faire de manière symbolique, mais c'est important, avec Erasmus. Cette Europe de l'avant-garde, elle sera au début franco-allemande, comme disait Christophe Barbier. Elle doit être franco-allemande au début? Non, parce que franchement, je crois qu'on donne trop de poids à la France. Vous savez, Monsieur Prodi a encore fait une tribune aujourd'hui dans Le Monde en disant le couple franco-allemand ne tient pas parce que l'Allemagne c'est une grosse cylindrée, voilà. Que nous on est une de chevaux. Voilà, Monsieur Renzi avait aussi au moment de la négociation pour l'accord avec la Grèce dit mais c'est pas normal et moi aussi j'ai le droit de discuter. Donc évidemment il faut la faire plus large, mais je crois aussi que par exemple que tout le monde veut renforcer la zone euro, mais alors qu'est-ce qu'on fait du budget européen? Le budget européen pour l'instant c'est 1% du PNB de la zone euro, c'est-à-dire c'est 145 milliards d'euros par an, c'est 244 euros par an et par citoyen. C'est rien du tout. Donc vous ne jugez pas possible que l'on bascule le budget français, qu'on le fasse monter à 10%, quoi, qu'on passe de 1 à 10 au budget Il faudrait européen. passer au moins à 5 et on n'a aucune marge budgétaire, personne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire on renforce la zone euro, ah mais on ne peut pas mettre plus d'argent. On transfère l'armée, par exemple, au niveau européen. Donc l'armée en France, c'est quoi, 2% du PIB. Hop, ça passerait. Mais comme vous disiez, je ne pense pas qu'il faut aussi... Il y a le marché du travail, il y a la fiscalité. On n'est pas capable de se mettre d'accord sur une définition du bénéfice imposable. Enfin, je veux dire, il y a quand même des chantiers. Avant de parler de mettre en commun le régalien, essayons d'harmoniser les bases. Alors évidemment, si on commence par dire c'est pas possible, on fait jamais rien. Non, je dis pas que c'est pas possible, mais... Alain Fabre. Attention, parce que quand on parle de fédéralisme, on met pas tout. Nous avons en France la vision d'un État jacobin. En Allemagne, on met, tout à l'heure vous parlez d'éducation, l'éducation en Allemagne, c'est un État fédéral, c'est pareil, ce sont les Länder. Ouais. En fait, contrairement à ce qu'on croit, dans un système fédéral, le pouvoir appartient aux États fédérés. C'est comme ça que c'est construit aux États-Unis, c'est comme ça que c'est construit en Allemagne. Donc si vous voulez, on ne met dans l'échelon fédéral qu'au fond, ce qui n'est pas faisable par les autres, en vertu du principe de subsidiarité. Mais là où Christophe Barbier, quand il dit qu'il faut aller vers un minimum de convergence en Europe, en France, quand un patron donne 100 euros de salaire, il donne 44 euros aux impôts. En Allemagne, il donne 23 euros aux impôts. Est-ce qu'on peut baisser les impôts en France au niveau allemand? Parce que les Allemands ne montrent pas au niveau français. Ça, c'est un autre sujet. Bah oui, mais est-ce qu'il n'est pas là aussi Oui, il est là. Il est là parce qu'effectivement, quand on met en place un système fédéral, c'est qu'on considère qu'il y a une forme de communauté de solidarité entre les constituants de la fédération. Et ça, c'est le point central. Je prends l'exemple allemand puisque c'est lui que je connais un petit peu le mieux. En Allemagne, vous avez à la fois l'échelon fédéral, les dépenses fédérales, mais vous avez un système de compensation. La Bavière paie pour les États, et parfois d'ailleurs ça donne lieu à des bagarres assez phénoménales. Les États riches, la Bavière, le Bade-Württemberg, paient pour les pays, les Länder de l'Est, qui sont moins bien lotis. Ouais. Donc un système de péréquation financière. Les riches paient un peu pour les pauvres. Il y a une forme de solidarité. Donc ce n'est pas un système, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec l'État jacobin. Et donc en fait, ça veut dire aussi qu'on met en place, à l'intérieur d'une fédération, des formes de convergence. Il y a des fonds structurels. En Allemagne, il y en a au niveau fédéral. Il y en a aussi entre nous, pays européens. Et on met en place ensuite... Alors, en revanche, ce qui n'existe pas... Voilà, on va tout droit vers un système où on va demander aux Allemands de tout payer parce qu'ils sont plus riches. C'est un point tout à fait fondamental. Et ils vont être moyennement d'accord, à mon avis. C'est un point fondamental parce que ce qui existe en Europe, qui n'existe pas dans un État fédéral, c'est la concurrence fiscale et sociale entre les États.
Aujourd'hui, vous avez un taux d'imposition en Irlande qui est de 12% sur la société. Vous n'avez pas d'harmonisation fiscale. Il faudrait que l'Europe, mais ça c'est notre sujet, que l'on économique, que l'on avec l'État fédéral, il faudrait que l'Europe se mette d'accord sur des plafonds et des minimums de taux d'imposition, de taux de charges sociales. Alors, François Hollande reprend donc l'idée d'un gouvernement de la zone euro auquel il ajoute un parlement et un budget de la zone euro. L'objectif, c'est de tirer les leçons de la crise grecque et de relancer l'intégration européenne. C'est un sujet d'Elisa Coudray, Stéphanie Gillon et Wan Nguyen. D'interminables négociations, des doutes et des ultimatums. Dimanche dernier, discussion de la dernière chance entre la Grèce et ses créanciers. Jamais la zone euro n'avait été à ce point au bord de l'implosion. Un psychodrame qui, malgré la signature d'un accord, aura laissé des traces. Car une question obsède les pays de l'Union. Comment éviter qu'une telle situation ne se reproduise? La semaine dernière, François Hollande est le premier à y apporter une réponse. Il faut qu'il y ait un gouvernement économique de la zone euro. La France prendra une initiative. La France, avec ses partenaires. Mais la France va établir un document pour dire, voilà, et ce sera bien sûr partagé avec nos amis allemands, voilà ce que nous pouvons faire pour un gouvernement économique. Quelques jours plus tard, le président persiste. Hier, dans les colonnes du JDD, il développe ses propositions et sa vision du futur de la zone euro. Ce qui nous menace, ce n'est pas l'excès d'Europe, mais son insuffisance. J'ai proposé de reprendre l'idée de Jacques Delors, du gouvernement de la zone euro, et d'y ajouter un budget spécifique ainsi qu'un parlement pour en assurer le contrôle démocratique. Et de reprendre l'idée d'une intégration renforcée de certains pays de l'Union. Une avant-garde, dit-il. Il n'en fallait pas plus pour relancer le débat d'une éventuelle réforme des institutions européennes. L'idée qu'il y ait une avant-garde dans laquelle la France, l'Allemagne, l'Italie, les pays fondateurs s'engagent pleinement, oui, je crois que c'est important. Il faut pleinement reprendre l'initiative. C'est ce que dit le président de la République déjà depuis 2012. Sa voix était parfois isolée. Maintenant, elle est partagée. Moi, je m'en réjouis. Très franchement, je ne pense pas qu'on ait besoin d'un Parlement de plus. On a besoin de coordonner les politiques économiques pour être beaucoup plus fort. On a besoin d'une politique économique française qui ne soit pas en contradiction avec la politique économique de tous les autres pays de la zone euro. En fait, on a moins besoin de discours que d'actes. Seul point d'accord, la nécessité d'un changement. Car aujourd'hui, concrètement, 3 instances interviennent dans la gestion de la zone euro. L'Eurogroupe d'abord, qui réunit les 19 ministres des Finances de la zone. Il ne dispose d'aucun pouvoir particulier. Les décisions sont prises par le Conseil européen, composé des 28 chefs d'État et de gouvernement, et par le Parlement européen, 750 députés représentant les 508 millions de citoyens de l'Union. Certains disent, mais il y a déjà un Parlement européen, il y a des parlements dans chaque État, on ne va pas faire un Parlement de plus. Soyons concrets, il ne faut pas faire un Parlement de plus, mais il faut par exemple dire que le Parlement européen, il se réunit aussi en sous-parlement, c'est-à-dire avec les pays de la zone euro, et il décide en tant que Parlement de la zone euro, et puis il décide parfois en tant que Parlement européen avec les autres pays. Alors évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Prenez le Royaume-Uni, qui n'est pas dans la zone euro, d'un seul coup, il va avoir le sentiment que lui, il ne participe pas aux décisions, y compris au sein du Parlement, qui concernent le noyau dur de l'Europe, la zone euro. Mais on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Reste également à convaincre les citoyens européens, car de tels changements impliqueraient la ratification d'un nouveau traité par référendum. C'est là l'une des plus grandes difficultés, obtenir un oui de la part d'opinions publiques de plus en plus eurosceptiques. Alors, question Internet. Nouvelle structure, nouvelle fonction. N'y a-t-il pas assez d'élus et de fonctionnaires à Bruxelles ? Ce n'est pas simplement une question d'élus et de fonctionnaires, mais ce qu'on appelle le trapèze des institutions européennes
est déjà totalement illisible, je pense, pour la majorité des Français ou des Européens d'ailleurs. Donc, s'il faut un pacte de simplification, c'est vraiment là qu'il faut l'appliquer. Alors, c'est vrai que l'idée, sans recréer un autre Parlement, donner plus de pouvoir à ce Parlement et éventuellement en faire aussi un Parlement, lui donner des pouvoirs économiques, ça c'est une idée qui est raisonnable, mais on voit tout de suite les problèmes que ça pose avec un pays comme le Royaume-Uni. Donc, Parce qu'au Parlement de Strasbourg, il y a les 28 pays de l'Union européenne, y compris ceux qui ne sont pas dans l'euro. Alors il faudrait les chasser et recréer et rester entre nous, là, le petit club. Il y a des solutions. Jacques Attali, en octobre 2012, c'est-à-dire il y a bientôt 3 ans, c'est-à-dire bien avant que Hollande découvre la lumière comme ça européenne, proposait de mettre le Parlement européen à Bruxelles, dans son siège de Bruxelles pour les parlementaires européens, et de réunir à Strasbourg des délégations des parlements nationaux qui siégeraient à ce moment-là en formation, un peu comme le Sénat peut fonctionner en France, en formation représentant les territoires de l'Europe ou de l'eurozone, et donc de faire cette deuxième chambre. Pour le gouvernement, il suffit de détacher des fonctionnaires de nos administrations centrales. On ne va pas embaucher, on ne va pas créer des bureaux à Bruxelles. Il s'agit d'utiliser déjà ce qui est en structure. Sinon, les citoyens n'y comprendront plus rien. Mais est-ce que le problème est institutionnel? Non. Est-ce que pour faire avancer l'Europe, il faut d'abord des pays qui soient en ordre de pouvoir avancer, et puis, je ne sais pas, des symboles. L'euro, c'était un symbole auquel les peuples ont adhéré parce qu'on voyait une pièce. Oui, je crois que ces questions administratives ne sont pas les principales. Moi, je crois qu'il faudrait pour l'Europe ce que j'appelle un moment Hamilton. C'est-à-dire Hamilton, ça a été le premier directeur du Trésor américain. En 1790, il a décidé, donc les États-Unis, c'était la banqueroute. Il y avait des forces centrifuges, il y avait des gens, voilà, il y avait les Anglais qui rechignaient et c'était très endetté. Et donc il a créé les États-Unis en disant quoi? En disant on va transférer les dettes de tous les États au niveau fédéral. Et pour consoler les Philadelphiens, New York était la capitale administrative, on va la mettre à Philadelphie un petit moment, jusqu'à ce qu'au bout de 10 ans, elle repart à Washington. Donc je pense qu'il faut quelque chose de fort, il faut un New Deal, il faut un moment Hamilton pour l'Europe, ça parlerait aux gens, c'est-à-dire qu'il Alors qu'est-ce qu'il ferait Irène Chauspé? Alors on est dans ce New Deal, quelles compétences, que ferait-il ce gouvernement européen? Non, mais c'est-à-dire qu'on fait une caisse de mutualisation de la dette, on mutualise les dettes, vous savez, jusqu'à 60%, et on dit voilà, on mutualise les dettes et on va emprunter, on va prêter à des taux inférieurs aux États qui ont des difficultés. Si on l'avait fait en 2000, il y a déjà la Grèce, on aurait pu l'aider de manière différente. Donc la dette de la France n'est plus tout à fait française, elle devient un peu européenne. Voilà, donc les 2000 milliards... Ça irait très bien pour M. François Hollande, je pense qu'il serait à fond pour. Et pour convaincre les Allemands qui effectivement, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on transfère momentanément la capitale des vrais États fédéraux européens à Francfort, momentanément, et on élit Mme Merkel première présidente de la Fédération. Ah voilà, on fait un moment... dette et Francfort et Angela Merkel, oui, mais présidente il faut quelque chose de démocratiquement fort, il faut un symbole fort. Après l'euro, il faut un symbole sur la dette. Alors, qui a une autre idée là? À la Fabre? Oui, sur ce plan-là, sur les gouvernements économiques, il y a un problème avec la France, c'est qu'on ne sait pas quelles sont ses arrière-pensées. Parce que d'un côté, elle veut promouvoir le gouvernement économique européen, et en Allemagne, c'est toujours, difficile à interpréter. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui chiffonne la France, c'est l'indépendance de la Banque centrale. Et donc, depuis des années, les Français, dès le début, à l'époque de François Mitterrand, disaient il faut un gouvernement économique européen, sous-entendez, pour un petit peu, je veux dire, contrebalancer l'indépendance de la Banque centrale. Donc ça, c'est un discours qui chiffonne un peu les Allemands, parce que c'est reprendre la main un peu par derrière. L'autre point qui me paraît, moi, difficile... Néanmoins, Alain Fabre, vous soulignez que l'indépendance, on l'a vraiment donnée. Voilà, un abandon de souveraineté totale qu'on a su faire en manière monétaire. Et si la Banque de France, elle ne s'occupe plus que des surendettements aujourd'hui. J'ajouterais, et ça marche, et je pourrais développer l'idée. Voilà. C'est qu'en plus, les réponses fédérales... On est capable de le faire. Justement, c'est un bon exemple. Les réponses fédérales, ça marche. Les problèmes sont internes, les réponses sont fédérales. Et là, sur un gouvernement économique européen, il faut s'entendre sur les arrière-pensées. Le problème français, ce sont ces arrière-pensées. Les quoi, les arrière-pensées? Est-ce qu'on veut effectivement que la politique française soit sous contrôle fédéral européen? Vous voyez qu'aujourd'hui, François Hollande lui-même dit les réformes, c'est moi qui décide, c'est pas Bruxelles. Il faut qu'il se mette en accord avec ses arrière-pensées personnelles. Deuxième chose également, je renvoie au très bon papier de Nicolas Bavresse dans le Figaro ce matin. Il y a un problème, c'est que la France, depuis des années, depuis le début, pratique un modèle économique alternatif. On a parlé la semaine dernière à Bruxelles, il y en avait 15 d'un côté et 3 de l'autre, dont la France. Il faut que la France se mette d'accord avec elle-même. On ne peut pas vouloir parler tous les matins d'intégration fédérale, de moteur franco-allemand et être en permanence le champion de l'anti-modèle économique allemand, si vous voulez. Ouais. Donc il faut se mettre d'accord là-dessus.
Oui, Mais Jean Garrigue. c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à Francfort, on dise bon, bah, vous revenez à 39 heures, vous allez travailler le dimanche, vous allez libéraliser vos pharmacies et vos taxis. Je ne sais pas, moi. Déficit, par exemple. Alors, sur les déficits, bah, voilà, vous allez couper dans les tel service qui sert à rien ou dans les 500 agences, etc. Vous avez des cultures, les cultures politiques en France et en Allemagne, bon, c'est enfoncer une porte ouverte que le dire, mais elles sont très différentes. Mais il y a surtout en France 2 cultures politiques très anti-européennes, en tout cas eurosceptiques, c'est le moins qu'on puisse dire. L'une qui vient de la tradition communiste, l'autre de la tradition gaulliste. Et ces cultures-là, elles pèsent, on le voit bien, y compris par délégation au cœur de la famille socialiste. Et on voit très bien comme c'est difficile d'obtenir justement les concessions qui seraient nécessaires. Et ce que vous dites, ce sur quoi vous insistez, c'est-à-dire ce ralliement au fond de la politique économique française sur le modèle européen. Alors on transige, on voit bien que c'est au fond... Vous voulez dire qu'on n'est pas prêt, on sait même l'idée européenne s'est même évanouie dans nos têtes. François Hollande, il est prêt. Parce qu'au fond, le virage social-libéral de 2014, il va dans ce sens. Il faut appeler les choses, je ne crois pas, par leur nom. Simplement, on voit très bien la culture, les réticences culturelles. Je ne parle même pas simplement d'euroscepticisme, mais pour cet alignement économique-là, moi, je vois beaucoup de difficultés. Mais justement, si on fait du fédéralisme, si on fait une construction politique commune, c'est pour que les cultures se rapprochent. C'est vrai. Honnêtement, quand après la Seconde Guerre mondiale, France et Allemagne mettent en commun le charbon et l'acier, c'est-à-dire les 2 choses dont on a le plus besoin quand on fait la guerre à son voisin, c'était un saut formidable. C'est plus qu'un symbole, ça devait être extrêmement compliqué à marier. Donc aujourd'hui, parler de convergence du marché du travail ou des systèmes fiscaux ou même du régalien, c'est pas tellement plus compliqué intellectuellement, symboliquement. Quel est le charbon d'aujourd'hui ? La dette. La dette, bon d'accord, mais on marche quand même. Bon, la dette, c'est un point. Non mais attendez, la dette, c'est monstrueux. Les symboles d'aujourd'hui donnent l'impression que dans le mélange des vases communicants, il faudra prendre plus de doses d'Allemagne que de doses de France. Parce que c'est eux, les Allemands, qui ont eu raison par rapport à cette tenue budgétaire, par rapport à la dette. Notre affaiblissement économique nous rend réticents vis-à-vis de ce mariage qu'on sait déséquilibré. Oui, mais on a des atouts beaucoup plus puissants. D'abord, on a une culture qui est irrésistible et on a une démographie que n'ont pas les Allemands. Alors même si à court terme, ce mariage nous fait mal, parce qu'on doit sortir de notre confort, de notre laxisme, diraient certains Français, vis-à-vis des déficits, à long terme, c'est nous qui l'emporterons, si j'ose dire, parce que nous avons une puissance démographique et nous avons, je pense, des substrats économiques et sociaux qui sont à long terme assez puissants. Alain Fabre, j'entendais aujourd'hui Smart à Sarreguemines, on leur demande de passer de 35 à 39 heures. Smart, filiale de Mercedes, de Daimler. On va se dire, bah voilà, c'est ça l'Europe, c'est les Allemands qui vont nous faire travailler 39 heures. Non, oui, ce qu'il faut leur dire, c'est que vous gardez vos emplois. Oui, mais voilà, c'est ça où vous êtes viré. Bah, merci le diktat allemand. Écoutez, le diktat allemand, je veux dire une chose. Alors tout ça, effectivement, c'est une autre culture que celle que nous avons. On a souvent dit, on a parlé des réformes Hartz en Allemagne en 2003, parce qu'effectivement, c'est législateur. Mais avec les mini-jobs, 460 € par mois. Oui, voilà votre Europe, monsieur Alain Fabre. Voilà. Ce que je voudrais vous dire, je vais mieux que ça, parce qu'on oublie de dire que la modération salariale, c'est pas Mme Merkel, c'est pas M. Schröder à l'époque qui l'a imposé, c'est IG Metall, c'est le syndicat allemand qui sont mis d'accord avec le patronat pour dire soyons raisonnables à deux. Hein. Ou bien effectivement, on est compétitif et on peut produire en Allemagne. Ça a été les accords de Pforzheim en 2003-2004. Ou bien effectivement, on n'est pas raisonnable et les usines partent même dans les anciens Länder de l'Est, si vous voulez. Donc, à un moment donné, il faut être raisonnable à deux. C'est un point important parce que dans une entreprise en Allemagne, on est co-responsable de l'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas la propriété du patron, c'est une communauté qui est partagée entre le patronat et les syndicats et les salariés, une communauté d'employeurs et d'employés. C'est vraiment une logique très communautaire. Puisque sur le plan économique, on peut le dire, hein, l'Allemagne a pris le leadership, sur le plan en revanche international, etc., la France, avec son siège au Conseil de sécurité permanent de l'ONU, à un certain point, est-ce qu'on peut imaginer que dans ce gouvernement économique de la zone euro, le ministre des Finances serait allemand et le ministre des Affaires étrangères serait français, Wolfgang Schäuble et Laurent Fabius? Non, il faut penser européen. Je pense qu'il faut les désigner non pas parce qu'ils sont allemands ou français, mais parce qu'ils sont européens, tout simplement. Nous avons des choses communes. Les Européens, nous avons des choses communes. L'Europe, c'est quoi? C'est 3 choses. C'est Jérusalem, pour la foi. C'est Athènes. Ça n'est pas dans la Constitution européenne. Oui, mais c'est notre substrat, si vous voulez. Ouais. Et c'est ce qui a été remis en commun par Konrad Adenauer et par Robert Schuman
en 1950. C'est ça qui a été remis en selle par eux. C'est une Europe fondée sur le pardon des offenses pendant 3 générations. Et donc je répète mon truc, la foi, Jérusalem, la raison, le logos, à Athènes, et le droit à Rome. Et ça, c'est le creuset européen. Alors ce creuset européen, il a un nom qu'on n'a jamais donné, c'est le berceau du christianisme. C'est ça qui fait notre singularité. Et on a cité, si vous voulez, Jean Monnet. Jean Monnet, il a une technique de construction de l'Europe. C'est à dire, comme vous l'avez dit très bien et très justement, on va neutraliser les hostilités. On va rendre impossible la guerre. Mais Robert Schuman était un démocrate chrétien. Konrad Adenauer, démocrate chrétien. Alcide Gasperi, qui avait commencé sa carrière politique en siégeant au Parlement à Vienne. Démocrates chrétiens, ils ont mis ensemble... Alors si vous rajoutez les problèmes religieux dans la construction européenne, qui vont venir polluer tous les débats, etc., et on va se balancer... Mais c'est un autre fondement. Non, mais et l'attitude vis-à-vis des migrants, on est incapable de se mettre d'accord pour accueillir 40 000 migrants, alors que la Turquie en a 2 millions. Franchement, je pense que c'est pas très chrétien. Non, je pense que nos valeurs chrétiennes, elles sont oubliées depuis longtemps. Est-ce qu'au sujet des migrants, vous diriez comme François Hollande, ce dont on souffre, c'est n'est pas trop d'Europe, mais pas assez d'Europe. Mais oui, c'est sûr. Mais il a raison de ce point de vue. Oui, il a raison. Je dis pas qu'il a tort, mais je dis que c'est très compliqué et qu'il est mal placé pour négocier quoi que ce soit avec Angela Merkel pour l'instant. D'autant qu'il est arrivé en voulant... c'était quoi son expression, la tension amicale avec Angela Merkel. En fait, c'est un énorme élastique. Il a failli casser avec la Grèce et il est retendu avec la France. Là. Jean Garrigue. Non, je voulais insister sur un autre fondement qui est celui de cette civilisation démocratique qui s'est imposée au lendemain de la Seconde. Vous me parlez de civilisation, moi je vous parle de Manuel Valls qui dit dans les semaines prochaines, il y aura des initiatives concrètes. Il l'a dit hier à Avignon. Alors, on essaye de les deviner, ces initiatives concrètes. Il y a un effet d'image quand même, parce qu'on sort de cette crise grecque avec l'impression, au fond, que c'était la démocratie contre la méchante oligarchie capitalistique représentée par l'Europe. Là, il y a un effet d'image. Est-ce qu'il a tort quand il parle du diktat presque mortifère imposé à la Grèce? C'est un terme scandaleux. Oui. Pour moi, c'est un terme. Employer ce terme de diktat quand on sait la valeur qu'il a dans l'entre-deux-guerres, le diktat imposé à l'Allemagne et qui justifie ensuite la montée du totalitarisme, franchement, la montée de l'hitlérisme, pour parler clair, ça me paraît vraiment un terme inacceptable. Donc l'ancien directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, est à côté de la plaque. Enfin, son jugement, vous le trouvez moi, je le trouve totalement à côté de la plaque. Les comparaisons historiques dans toute cette période récente ont été dramatiques. Quand on voit Marianne mettre un casque à pointe sur la tête de Merkel à sa une, quand on voit les Grecs assimiler les Allemands des nazis, mais aussi les Allemands faire des unes de journaux où les Grecs passent pour des paresseux, des voleurs. On a été dans l'abus complet des images. C'est vrai aussi de diktat. Et là, je pense que si François Hollande a un mérite, c'est de remettre avec son projet de nouveaux symboles, un nouveau vocabulaire, de nouvelles images et tourner le dos aux quelques mois qu'on vient de traverser. Alors le problème, c'est que ce berceau Rome, Athènes, Jérusalem, il est très méditerranéen. Et depuis, il y a du nordique, il y a de l'anglo-saxon, il y a du slave qui est venu avec l'extension géographique de l'Europe des 28. Alors si on revient sur une eurozone, si on revient sur l'Europe des 6 du début, est-ce qu'il faut restaurer cette Europe-là chrétienne et germanique. Mais l'Allemagne, alors... Voilà, Christophe, il y avait 2 capitales de l'Europe. Oui, d'accord. Il y avait Aix-la-Chapelle et il y avait Rome. Voilà. Alors est-ce qu'on fait du Saint-Empire romain germanique? Est-ce que les Allemands sont inquiets de la germanophobie rampante et qui se développe, et ce serait l'une des motivations qui ferait qu'on dirait, oui, on va faire ce gouvernement de la zone euro. Au fond, on assumerait plus facilement le leadership avec nos amis français que seule la chancelière à Francfort dirigeant toute l'Europe. Non, est-ce que ça peut être... Je ne crois pas qu'ils soient très inquiets de... Des unes où ils sont grimés en Asie? Je crois que ça leur fait pas plaisir quand même. Ça leur fait pas plaisir, c'est pas non plus complètement nouveau. Je ne crois pas que ça les inquiète particulièrement. Maintenant, Angela Merkel, elle sent bien effectivement qu'elle aurait intérêt, je pense, comme vous dites, à faire ce gouvernement commun. Mais elle ne pourra pas y aller tant que la France est complètement hors des clous. Je pense qu'on revient à la zéro déficit et ensuite on pourra discuter. Oui, et ensuite on pourra discuter. Et je pense que ce n'est pas un diktat monstrueux, c'est normal. Il y a des tas de pays qui ont fait des efforts, le Portugal, l'Italie, l'Espagne. Nous, on n'en a fait aucun. Je trouvais quand même très paradoxal que Mme Merkel nous fasse l'honneur de ne discuter qu'avec nous de ce gouvernement d'avant-garde. On peut discuter quand même avant d'être dans les clous, il suffit d'avoir une trajectoire convergente. Oui, mais on l'a pas, on dérape Depuis quelque temps, on est sur la bonne trajectoire, mais on demande des sursis permanents. Voilà. Donc maintenant, il faut se mettre d'accord sur un point d'arrivée, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'hypocrisie à dire on fait des efforts, mais à chaque fois, c'est 2 ans de plus. Oui, non, mais on est comme les Grecs. Autre argument dans le sujet, tout abandon de souveraineté nécessiterait un changement des traités.
Pas nécessiterait un référendum? Pas forcément. Et alors là, s'il y a un référendum, on est fichu. On est fichu. Ah oui. Quelle que soit la question, la réponse sera non. Il faut que l'intelligence des puissants qui nous dirigent et de leurs entourages nous évite ce passage par des référendums dans les X pays concernés. Sinon, ça sera le non probablement en France, un non à Hollande plus qu'au projet, mais un non quand même. Il faut sortir la construction européenne de cette illusion démocratique qui veut qu'avec un grand débat et un grand référendum, ça va bien fonctionner. Parce que quand c'est non, on bricole derrière un traité qui dit la même chose. Les peuples ont l'impression d'être contournés, d'être violés. Comme ça vient de se passer en Grèce. Voilà, et comme ça s'est passé en 2005 avec après le traité de Lisbonne. Et quand c'est oui, on berce d'illusions les peuples en disant votre oui va créer des milliers d'emplois. On vend de la propagande. L'Europe ne s'est pas faite en 57 avec des référendums. Donc elle se fait sans consulter les peuples. Non, elle se fait avec des débats, mais pas des votes. Parce que quand vous débattez, les gens disent ce qu'ils pensent. Quand vous avez un vote au bout, ils ne disent plus ce qu'ils pensent. Ils disent bon alors quel est mon intérêt électoral dans mon pays? Dans mon pays, c'est de faire mordre la poussière à mon président ou à ma chancelière. Donc je suis pour ce traité, mais je vais voter non au référendum. Je vais faire capoter ce référendum parce que je suis dans un jeu de billard à 12 bandes national, électoral. Et ça, il faut l'éviter. Il y a eu un détournement de la démocratie européenne à des fins nationales, pour ne pas dire nationalistes. Qu'on ne me dise pas qu'en 2005, le non au référendum constitutionnel de Laurent Fabius ou de Jean-Luc Mélenchon n'était pas un non à des fins internes, à des fins politiciennes internes. D'ailleurs, leur plan B, on ne l'a jamais vu. C'est donc bien qu'ils avaient un objectif purement électoral, affaiblir un tel ou faire prospérer telle voie. Il faut éviter à tout prix cela. Je reviens sur mon gouvernement de la zone euro, dont on nous dit qu'on va avoir des précisions. Ça veut donc dire qu'il y aurait un président. Alors aujourd'hui, le président de l'Eurogroupe, c'est Göran Dijsselbloem. Voilà, on prononce mal son nom. C'est dire s'il est peu connu. Mais là, ce serait une superstar qui aurait des pouvoirs étendus sur les pays de l'avant-garde. Et il serait élu comment, ce président, d'ailleurs? Il y a un point qu'il faut préciser, parce qu'on l'a déjà un petit peu dit autour de la table, on n'est pas sans rien aujourd'hui. Il y a un Eurogroupe, mais la méthode qui est pratiquée, on a l'Eurogroupe, on a le Conseil européen, M. Donald Tusk, mais c'est la méthode intergouvernementale. Oui. Ce que imagine probablement François Hollande dans son papier, c'est d'arriver à un système fédéral. Et donc ce que je disais, c'est que le monsieur n'est plus néerlandais, n'est plus allemand ou luxembourgeois, il est européen. Et c'est ça qui est important. Je rappelle au passage que dans son interview ce week-end au Spiegel, M. Schäuble a dit « Je suis d'accord, Premier ministre des Finances européen ». Donc là-dessus, Je suis d'accord, Premier ministre des Finances européen. Donc c'est une proposition allemande qui est reprise. Et Irène Eschosper ajoute « Moi, si possible ». Non, je suis d'accord pour un président des finances européens. Oui, moi, si possible. Moi, parce que je suis quand même le meilleur. J'ai fait les réformes, j'ai conduit, j'ai une certaine légitimité. Il ne demande pas ça. Il demande pas ça. Non, mais souvent, d'ailleurs, on a pris dans le temps des petits pays pour exercer ce genre de fonction. Le premier président de la Banque centrale européenne, effectivement, Wim Duisenberg, était hollandais. C'était vu comme un compromis entre les Français et les Allemands. Tout à fait. Il faut faire quand même attention à la question démocratique, parce que les sondages que fait justement la Commission, vous savez, actuellement, quand on demande aux Européens, aux citoyens européens s'il a l'impression qu'il est écouté en Europe, ils ne sont plus que 1 sur 3 à dire oui. Quelqu'un aurait un nom, d'ailleurs, pour être président du gouvernement de la zone euro? Vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez Angela Merkel. Angela Merkel, oui. Angela Merkel comme première, pour faire avaler notre dette. Voilà. Alors, comment les Allemands accueillent-ils cette proposition d'un gouvernement de la zone euro? En fait, cette idée est dans l'air depuis de nombreuses années. Déjà en 1994, un certain Wolfgang Schäuble proposait la création d'un noyau dur au sein de l'Union européenne. Reportage à Berlin de Sarah Sisman, Marie-Charlotte Duluc et David Lemarchand. Tirer les leçons de la crise grecque et mettre en place une organisation renforcée de la zone euro. Pour les Allemands, l'idée est séduisante, même si elle reste pour l'instant assez abstraite. On a une bonne gouvernance en Europe, surtout pour des raisons économiques. 80% de notre législation est déjà faite à Bruxelles. Mais je crois qu'on doit avancer et penser à la fiscalité pour avoir un plus gros budget pour développer les affaires européennes. Non, il ne faut pas plus de Parlement, on en a assez. C'était votre question? Pour moi, l'Union européenne est déjà suffisamment développée. On doit apprendre de nos erreurs. Il faudrait essayer que la situation de la Grèce ne se reproduise pas. C'est peut-être bien d'avoir une institution qui régule l'économie. Au moins qu'on sache par exemple quelle est la dette de chaque pays. L'idée n'est pas nouvelle. En 1994 déjà, Wolfgang Schäuble, l'actuel ministre des Finances du gouvernement, à l'époque président du groupe parlementaire de la CDU,
propose la création d'un noyau dur au sein de la communauté européenne. Un modèle d'intégration plus politique, sorte de leadership européen autour des États les plus influents. La France de l'époque, en pleine cohabitation Mitterrand-Balladur, n'avait pas donné suite. Cette fois, c'est à Berlin de donner sa réponse. Aucune réaction officielle d'Angela Merkel pour le moment. Mais le projet, porté conjointement par l'Allemagne et la France, est en préparation depuis déjà plusieurs semaines. François Hollande et Angela Merkel ont fait une proposition commune il y a quelques semaines. C'est justement les crises comme celle que connaît la Grèce qui montrent que ça a été une erreur de faire cette union monétaire sans gouvernance politique. C'est pour cela que nous devons approfondir cette union et nous sommes très reconnaissants à François Hollande d'accélérer les choses. Cela montre la force du partenariat franco-allemand. On ne doit pas y passer l'été, mais on doit s'en occuper maintenant. Si nous avions un budget propre pour la zone euro, on pourrait de manière plus efficace combattre les causes de ces crises avant d'en arriver à des crises plus profondes. Un budget commun, un parlement de la zone euro pour l'avant-garde. Pour l'instant, Hollande reste flou sur son calendrier et surtout sur le fonctionnement institutionnel de cette nouvelle gouvernance. La grande question est de savoir est-ce qu'on peut faire ça sans changer les traités européens. Et pour le moment, le climat en Europe n'est pas trop favorable pour faire ça parce que on connaît beaucoup des mouvements qui veulent pas plus d'intégration européenne, ce qui serait quand même la base pour créer par exemple un ministre des Finances européennes. Mais il faut aussi demander à des autres pays qui ne sont pas mentionnés par le président Hollande, comme par exemple l'Espagne. Est-ce que l'Espagne serait d'accord de ne pas être partie d'un avant-garde ? Le gouvernement Hollande devrait formuler ses propositions aux partenaires européens dès cet automne et compte sur les prochains rendez-vous de la rentrée pour plaider la cause de son gouvernement européen. Alors, question Internet. Angela Merkel soutiendra-t-elle François Hollande dans son projet de mise en place d'un gouvernement européen ? Je n'imagine pas François Hollande en avoir parlé comme il en a parlé au 14 juillet avec la symbolique de la fête nationale et de la sortie de l'affaire grecque, sans avoir, si ce n'est un feu vert d'Angela Merkel, du moins un nihil obstat. Vas-y François, dis ce que tu penses. Il a promis d'ailleurs que ça serait une initiative franco-allemande et pas simplement quelque chose qu'il allait rédiger tout seul dans son coin pendant les vacances d'été. Donc je n'imagine pas Merkel ne pas être au courant et ne pas être d'accord au moins sur le principe. Après les règles et le calendrier, ça sera autre chose. Mais pour qu'on sache précisément de quoi on parle, parce que depuis le début de l'émission, on n'a pas répondu à cette question. Concrètement, quelles seraient les compétences que nous transférerions à ce gouvernement économique européen ? Je vous donne des exemples. Est-ce qu'on transférait des compétences militaires ? Est-ce qu'on va en Irak, etc. Voilà. Hollande n'en a pas du tout parlé. Les taux de TVA, les taux d'impôt sur les bénéfices, oui. Le niveau du SMIC, les indemnités chômage, oui. Le niveau du RSA. Oui. Alors allez-y, faites votre liste. On commence par le budgétaire. Ensuite, on peut passer au fiscal, à l'économique et au social. Parce que tout ça est extrêmement budgétaire, ça veut dire quoi ? C'est les déficits, c'est de savoir qui dépense quoi, comment on met en commun, comment on mutualise éventuellement ce qui est négatif, ce qui est positif. C'est tout cet aspect-là, c'est les finances publiques. Après, les finances publiques, c'est des recettes, donc c'est des impôts. Ouais. Alors on paye quoi ? C'est quoi les taux de TVA ? Quand un ministre dit « je vais augmenter le budget de la culture », bah non, on va en référer au gouvernement économique à Francfort, avant de dire comme ça « j'ai débloqué les fonds ». Si on décide qu'au niveau de ce groupe, la culture est une priorité, et qu'en effet, sans la culture, on ne fera pas avancer le reste de l'économie, qu'il faut donc faire un effort budgétaire au niveau culturel, quitte à ce que ça soit un effort différent selon les régions, parce que toutes n'ont pas le même retard ou la même avance, là on y va. D'accord. Et ça c'est intéressant. Donc quand on fait une fête de la bière en France, on en réfère d'abord, non, j'exagère. Parce que c'est de la culture ultra-locale, il y a des budgets pour ça. Mais quand on crée par exemple des centres dramatiques nationaux, ou quand on veut loger des orchestres, comment on les finance ? Si on décide que l'Europe doit rayonner dans le monde musicalement, c'est des écoles, c'est des conservatoires, c'est des orchestres. Comment on les finance ? Les Allemands font ça mieux que nous pour les orchestres. Pour les théâtres, on n'est pas mauvais. Donc, comment on peut mettre ensemble ces politiques culturelles en arrêtant de se faire... En France, il y a 2000 festivals records d'Europe. On en aurait peut-être un petit peu moins avec ce gouvernement économique. Pas forcément, c'est là que les gens viennent pendant l'été. Mais il ne suffirait pas d'un gouvernement économique. Il faut aussi mettre une politique européenne pour les migrants. Enfin, il y a quand même une charte sociale. Il n'y a pas que le social. Il faudrait aussi... Parce que là, on est très mauvais. Il n'y a pas de politique européenne. Mais il faut dire aux gens, et c'est là que le problème démocratique n'est pas si facile à traiter quand même. Il faut expliquer au peuple qu'il va falloir qu'ils abandonnent un peu plus de souveraineté. Est-ce qu'on peut imaginer
imaginer quelque chose d'assez dramatique, c'est-à-dire qu'on devienne un petit peu, je caricature, la Creuse de l'Europe. C'est-à-dire qu'on dit, finalement, les entreprises, elles vont là où c'est business-friendly, vers Hambourg, vers Munich, et nous, on est un petit peu plus la plage, on est un petit peu la Floride, vous voyez Justement, moi je crois que sur ce plan-là, vous avez posé la question en disant qu'est-ce qu'on met dans le gouvernement économique européen. On flotte, pourquoi? Parce que François Hollande ne le dit pas. Alors soit il ne le dit pas parce qu'il ne sait pas, soit il ne le dit pas parce qu'il est en train d'en parler avec la chancelière. Et à ce moment-là, je crois que sur ce plan-là, il y a vraiment les deux niveaux qu'il faut distinguer. Il y a le problème des compétences. Et en fait, quand on parle d'État fédéral, on ne lui met pas des compétences économiques en réalité. On lui met plutôt des compétences qui sont très de souveraineté. Alors, il y a un point important que je voudrais rappeler, c'est que l'Europe vue de Paris et vue de Berlin, de Bonn autrefois, c'est pas la même, si je veux dire. Parce que pour les Allemands, l'Europe est le moyen de recouvrir leur souveraineté. C'est ça qui est un phénomène important. Nous, ils estiment qu'au sein de l'Allemagne, ils ne peuvent pas rayonner autant qu'ils le souhaiteraient. Imaginez, revenez à l'Allemagne en 1945, l'année zéro, eh bien, toute l'évolution européenne, y compris la chute de Berlin, et ça a été ce qui s'est passé en 1990, l'Europe a retrouvé sa souveraineté grâce à l'Europe. Et en parlait, le chancelier Kohl a vraiment très, très intelligemment, mais aussi sur le fond, lié la réunification de l'Europe avec la réunification de l'Allemagne. Ça, c'est un point important. Quand la France aborde les mêmes questions, elle fait le chemin inverse. Elle fait des abandons de souveraineté. Et c'est ça qui est aussi à prendre en compte. Alors ensuite, il y a le niveau économique. Et quand vous parlez de ça, je ne crois pas effectivement que le gouvernement européen, parce que sinon tout le monde va prendre peur, y compris les Bavarois ou les Andalous. Mais ce n'est pas de mettre tout dans une espèce de sac où on ne s'y retrouvera pas. C'est surtout de mettre en place des procédures de convergence. Et là, ça repose sur une articulation intelligente entre l'échelon central, la zone euro, et l'échelon local. Ce qui fait problème, et là je rejoins un petit peu vos analyses, c'est que la France, depuis le début, entretient une non-convergence avec les autres. Et ça, c'est un problème. Voilà, il faut remettre de l'ordre à la maison avant de la fusionner avec les voisins. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, bien sûr. C'est ce que disait Jacques Delors. On peut quand même partir de lui, c'est ce qu'il demandait. Il demandait d'abord une convergence des politiques économiques pour construire justement des taux de fiscalité, par exemple. Par exemple. De la politique familiale. Alors on nous supprime les allocations familiales en France parce qu'il n'y en a pas en Allemagne. Alors, non, ce genre de choses. Autre chose, aller vers une charte sociale. Grand projet aussi de Jacques Delors. Parce que la charte sociale, elle est indispensable si vous voulez harmoniser les systèmes sociaux, le modèle social européen et le modèle social donc, qui en découle, c'est-à-dire le modèle économique. Mais là aussi, ça pose d'énormes problèmes. Ça veut dire, là encore, quelque part, et je vous rejoins, un abandon de souveraineté, au sens de l'exception française. On parlait des mini-jobs en Allemagne, 460 € par mois pour travailler 25 heures, je sais pas combien. En France, on a le RSA. C'est quoi? C'est quasiment le niveau du mini-job, c'est près de 500 €. Est-ce que là, on va pouvoir, avec ces deux systèmes, les garder? En Allemagne, vous touchez 500 € en travaillant, en France, vous touchez 500 € sans travailler. Est-ce que c'est compatible au sein d'une même zone? Question, mais peut-être là, je crois qu'il faut être clair. Quand on parle d'intégration, enfin, si vous voulez, quand vous prenez l'Allemagne et les États-Unis, vous avez un échelon fédéral, et vous avez les États fédérés. Oui. La Californie ne mène pas la même politique que les autres États. Là, tout le monde a le RSA. Voilà. Enfin, je veux dire, donc, quand vous avez un État fédéral, en fait, vous redonnez de la souplesse aux États fédérés. Oui. La Bavière n'a pas la même politique que le Bade-Württemberg, et pas la même chose que la Poméranie. Donc c'est ça. Aujourd'hui, une raison pour laquelle il y a une espèce parfois de pression qui est un peu ressentie un peu de manière défensive par les États, c'est qu'au fond, le fait de ne pas avoir d'échelon fédéral nous amène à mener la même politique. Je vais prendre un exemple, une image simple. Je ne sais pas si vous avez fait de l'aviron, mais quand vous faites de l'aviron, s'il y en a un qui ne rame pas comme les autres, tout le monde passe à l'eau. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec la Grèce et ce qui se passe avec les autres. Donc il faut ramer dans le même sens. Quand on met en place un échelon fédéral, eh bien effectivement, la Bavière n'est pas obligée de mener la même politique économique que la Thuringe. Même si le SMIC, en l'occurrence, c'est le même partout en Allemagne. Oui, vous définissez les compétences qui nationales et locales. Et les États fédérés. Christophe Barbier. L'important pour la France, si on va vers cette gouvernance économique de la zone euro, ça sera de croiser ça avec son fait régional. Et il y a des choses qui sont déjà décentralisées en France, mais beaucoup moins évidemment qu'en Allemagne. Là, on va avoir des transferts de souveraineté vers le haut, et puis un défi de péréquation, de régionalisation, de décentralisation. Il faudra le relever. En se dotant de 13 grandes régions, on fait tout doucement un pas structurel, même si c'est fait maladroitement. Le Länder allemand. On va un peu vers cela. Encore faut-il après mettre du contenu. Par exemple, chez nous, l'APA, c'est-à-dire l'allocation pour les personnes âgées, est gérée au niveau départemental. Est-ce qu'il ne va pas falloir le transférer au niveau des grandes régions en laissant une souplesse aux régions en termes de générosité, de gestion pour pouvoir ressembler à un système qui soit un système fédéral? C'est d'immenses défis. C'est très technique. C'est tous les domaines de la vie qui peuvent être impactés. Mais c'est d'une certaine manière faire une révolution, ce qu'est en train de proposer François Hollande. Oui, mais est-ce que ça ne rend pas impossible
l'autre politique, celle de Mélenchon, si on va vers ce gouvernement-là? Est-ce que le lendemain... Non, c'est l'inverse, c'est que l'autre politique n'existe pas ou a échoué partout, et donc elle rend indispensable le passage à un État fédéral, parce que sinon on va rester dans des différences qui vont rendre l'Europe absolument incapable de tenir ensemble. Alors, c'est pas ce que traduisent la montée de tous les mouvements populistes en Espagne, en Grèce et même en Irlande. Hein, et puis on va avoir le référendum en Grande-Bretagne, donc c'est vrai que ces forces-là existent aussi. Et quand même, c'est pas un diktat, l'accord qui a été signé avec la Grèce, mais c'est complètement antidémocratique. On n'a jamais vu ça imposer à un État de soumettre son projet de loi à ses créanciers avant de le soumettre au Parlement. C'est monstrueux. Donc tous ceux qui disent Europe et démocratie, c'est incompatible, eh ben, en ce moment, ils ont le vent en poupe avec M. Varoufakis, qui devient le héros de mais le plan B, le repli national, c'est une catastrophe. Vu de Shanghai, l'Allemagne, l'Europe, c'est Berlin, c'est l'Allemagne. Je ne dis pas que c'est bien, mais je vous dis qu'en ce moment, ça existe, et je pense que ça a été revigoré par l'accord qui a signé avec la Grèce. Il aurait été bien préférable, de mon point de vue, qu'on les fasse sortir plutôt que de leur faire signer cet accord qui est une mise sous tutelle inacceptable. Au contraire, ils ont choisi d'entrer dans l'euro, donc ils ont accepté des règles de solidarité, de responsabilité. Et donc, ce sont eux qui, quelque part, notamment en truquant leurs chiffres pendant des années, n'ont pas respecté les règles. Bien sûr, mais de là à leur Et ils en sont très contents. Vous avez vu les sondages en Grèce ? 80% veulent rester dans l'euro et 72% sont d'accord pour les mesures désagréables si elles leur permettent de rester dans l'euro. Oui, et qu'ils n'appliqueront jamais comme ils ont toujours fait. C'est-à-dire que dans 6 mois, on reparle du Grexit. On verra. Et le fait de leur demander, de leur demander de soumettre leur loi et leurs réformes à la tutelle européenne, ça nous préserve contre ce genre de mauvaises surprises. Le pire n'est jamais sûr. Jean Garrigue, dans 10 ans, quels seront... Non mais allez-y, parce que ça va vite, 10 ans. Hein, Je suis historien. Oui. Alors qu'est-ce qui peut se passer en 10 ans? Non, mais ce qui est si vous dites les compétences et d'abord, ce serait où le lieu? On parle de Bruxelles aujourd'hui. Ce serait Bruxelles, la capitale de l'Eurogroupe? En tout cas, vous la verriez où? Bruxelles, ça correspond quand même à cette origine historique de l'Europe. Ça correspond à cette Europe des 6. Donc pourquoi pas? C'est au cœur de l'Europe. Pour bien identifier ce noyau dur un peu différent de ce grand Barnum européen, est-ce qu'il ne serait pas bon justement d'imaginer une autre capitale, celle des potes, vous voyez, du noyau dur? Oui, mais non, justement, parce que Bruxelles, ça permet d'éviter le soupçon d'hégémonie franco-allemande. Je voulais juste dire une petite incidente là. C'est, puisqu'on parle de prospective, à quel point le silence assourdissant quand même des grands partis politiques, y compris de cette famille qui avait quand même historiquement une sorte de légitimité, de priorité dans la question européenne, qui est la famille centriste. Qu'est-ce qu'on entend de la famille centriste sur cette question européenne? Rien du tout. C'est quand même incroyable. Et là, il y a un travail énorme à faire parce que c'est au parti politique de le faire. Parce qu'on nous parle d'institutions qu'on n'est jamais concret, qu'ici, autour de la table, on a le plus grand mal à imaginer ce que concrètement voudrait dire un gouvernement de la zone euro. Et donc, comment voulez-vous que les gens s'y intéressent et donc que les politiques s'enthousiasment pour quelque chose qu'on n'arrive pas à définir? La question d'un président de l'Europe au suffrage universel, par exemple, d'une incarnation européenne, ça, on en parle depuis, mais ça n'a rien de très original. Mais enfin, on peut quand même poser la question. Pourquoi ne le fait-on pas, ça, alors? Parce que on voit bien à quel point les souverainistes, l'euroscepticisme est fort. Parce que, si vous voulez, les gens veulent une chose de leur contraire. En 92, on a mis en place la monnaie unique. D'une certaine manière, François Mitterrand a voulu mettre en place une forme de contrepoids à la réunification allemande. Il n'était pas idiot, il connaissait l'histoire, François Mitterrand. Il savait qu'une Allemagne à 80 millions d'habitants, c'était quelque chose de nouveau par rapport à l'historique et l'après-guerre. Donc, de cette manière, il a voulu ancrer l'Allemagne à l'ouest. Mais en contrepartie, on a mis l'euro. Mais on a mis l'euro à l'époque sans contrepoids politique. Je rappelle, il n'y a pas de logique à faire l'euro si on n'a pas un projet politique. Et à l'époque, Helmut Kohl a proposé à François Mitterrand de dire on fait l'Europe politique tout de suite. Il y a une fenêtre de tir, on l'a fait. La France n'a pas voulu, et donc effectivement, on a fait l'euro sans échelon politique. Il ne faut pas dire gouvernement économique en réalité, il faut dire un échelon politique. Et c'est ça le vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait en mettant en place un échelon politique, avec un Parlement fédéral européen, avec un gouvernement fédéral européen, avec des attributions qui soient claires, qui soient des attributions non pas de droit commun, mais des attributions qui soient spécifiques à la Fédération européenne. Et encore une fois, ça aurait, si vous voulez, de l'allure, ça aurait du tonus, ça aurait du peps, et ça aurait de l'incarnation. Parce que ce qui manque à l'Europe, c'est une incarnation. Qui c'est l'Europe?
Alors, en Grèce, c'est aujourd'hui qu'entrent en application les mesures votées la semaine dernière, à commencer par la hausse de la TVA, un choc fiscal qui devrait un peu plus plomber l'économie grecque, une économie avec des entrepreneurs qui ont déjà le moral au plus bas. Reportage à Athènes de Barbara Steck et David Lemarchand. Après 3 semaines de fermeture, les banques grecques ont rouvert ce matin leurs portes. Mais les retraits restent limités à 420 € par semaine. Ce lundi est avant tout le premier jour de la mise en place des nouvelles réformes d'austérité votées en urgence la semaine dernière. Parmi elles, l'augmentation brutale de la TVA dans la restauration de 13 à 23%. Dans un pays asphyxié par la crise et le contrôle des capitaux, le coup est rude. Ilios Gogos a ouvert son restaurant il y a 10 jours. Allez, occupez-vous de ces couverts et amenez les desserts aussi. Et l'image parle d'elle-même. Il est 19h30, un vendredi, en plein cœur d'Athènes. J'ai lancé ce projet il y a 5 mois, à une époque où la vie était différente. La clientèle était beaucoup plus importante. Depuis l'ouverture de ce lieu, les clients sont quasi inexistants, avec une baisse de la fréquentation de plus de 50%. En fait, les clients deviennent une espèce en voie d'extinction et l'envie de sortir disparaît également. Les gens passent la tête baissée. Ilios Gogos définit ses premiers jours comme tragiques. Il espérait embaucher 50 personnes, mais a réduit son ambition à 18 employés. Et l'augmentation de la TVA représente une difficulté supplémentaire. Nous allons faire notre possible pour garder les prix d'aujourd'hui au plus bas, car à ce jour, l'objectif principal n'est pas de faire du profit, mais de faire survivre nos entreprises à l'image du pays. Aujourd'hui, cet entrepreneur met ses autres projets entre parenthèses. Malgré tout, il veut rester confiant et croit à des jours meilleurs. Ce qui n'est pas le cas d'Alexandre Xantakis, designer d'objets. Ça, c'est un menu pour un restaurant à Glyphade. On a fait 300 blocs comme ça, avec leur logo, donc, gravé. Et pareil pour les stylos, on utilise toujours le laser. Comme beaucoup de ses amis, il a finalement décidé d'ouvrir son entreprise à l'étranger, ne supportant plus les charges fiscales. C'est un grand problème qu'il y a en Grèce. Ils ne peuvent pas ne pas mettre d'impôts. Mais d'un autre côté, qui peut résister à cet impôt? Je m'inquiète, c'est très inquiétant. Moi, j'ai envie d'avoir notre production va rester ici, on aura une succursale ici. Ça, c'est clair, mais notre entreprise mère sera à l'étranger. On ne peut pas être solidaire, en fait. C'est des entreprises qui ont envie de gagner de l'argent et s'en vont. Et je ne sais pas ce que vont faire les gens qui ont ici un petit métier, quoi. Je ne sais pas. Fuite des cerveaux et des jeunes, perte de confiance des investisseurs. Un tableau inquiétant où il est difficile de percevoir un retour de la croissance, pourtant essentiel pour le pays. Pour le président de la Chambre de commerce, ces nouvelles mesures ne vont pas améliorer la santé économique des entreprises. Quand vous surtaxez des entreprises qui ont déjà été taxées continuellement ces 5 dernières années, quand vous augmentez les charges sociales des entreprises, quand vous avez des signaux négatifs au quotidien, il est évident que beaucoup d'entreprises vont fermer dans les mois à venir. Et effectivement, cela veut dire qu'il y aura de plus en plus de chômage, donc de plus en plus de chômeurs. Aujourd'hui en Grèce, le chômage est de 25% et celui des jeunes à plus de 60%. On parlait des Grecs qui étaient contraints à l'exil pour remuscler leur entreprise. Est-ce que l'un des problèmes, parce qu'on dit l'Europe, le problème de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas de marché du travail unique, parce que les gens ne voyagent pas, ils restent en Grèce, même s'il y a 26% de chômeurs et même 60% de chômage chez les jeunes. Est-ce que l'un des problèmes, c'est qu'on ne voyage pas à cause de la langue, tout simplement? C'est que quand vous n'avez pas de boulot, vous êtes exclu du système scolaire, et ben c'est très difficile d'accepter un mini-job à Berlin et que vous êtes en banlieue française, non? Non, je pense que c'est...
C'est un faux problème, là. Oui, d'abord, je pense que les jeunes générations sont beaucoup plus souples que ça et parlent tout un minimum d'anglais. Les jobs dont on parle, c'est d'être serveur dans un restaurant ou dans un café. C'est l'idéal pour apprendre un peu les rudiments d'une langue. Ça correspond au job d'été et la manière dont on se les échange. Ce qui est plus difficile, c'est de se loger, c'est d'avoir des solidarités, des systèmes sociaux qui vous suivent un petit peu, de pas devenir une espèce de migrant à l'intérieur de l'Europe. Ça, c'est un peu plus délicat. Et là, il faudrait des politiques européennes de mise en place, de circulation de ce type. C'est difficile aussi pour les diplômés. Vous allez préférer, si vous êtes un entrepreneur allemand, aller chercher un excellent informaticien à New Delhi plutôt que d'essayer de regarder si au Portugal ou en Autriche, il n'y en a pas un qui est aussi bon. Et donc, il va y avoir des difficultés de ce genre. C'est là où l'Europe doit organiser son marché du travail, son marché de la formation professionnelle, c'est pas une faiblesse, au-delà du symbole d'Erasmus. On est resté à l'auberge espagnole. L'anglais, mais l'anglais, vous disiez, on va être en compétition avec des ingénieurs anglais de New Delhi qui parlent 4 fois mieux anglais que nous, Français. Est-ce que l'une des faiblesses des Français au sein de cette Europe intégrée, c'est qu'on est nul en anglais? Moins bon, c'est sûr, mais... Ah bah oui. Et qu'avant de demander à un Français d'aller travailler à Amsterdam où son patron va être bilingue, ça va... Non? Oui, mais alors si vous imposez à tous les pays européens de parler anglais, alors là, il va y avoir un problème. Remarquez, ça a commencé parce que l'accord sur la Grèce, les députés français qui l'ont voté, le texte était en anglais. Alors vous me direz, ils ne lisent pas avant de voter. D'accord, mais enfin c'est un peu gros quand même. Heureusement, il n'était pas en allemand. Mais enfin, non, on ne peut pas imposer à tout le monde de parler anglais. Je crois que vous avez raison, les jeunes bougent. Le problème de ces mesures d'austérité en Grèce, c'est qu'elles sont dramatiques et que la TVA, on nous montre des reportages en disant ça va être... Mais ils la fraudent, c'est fraudé massivement. Même le créateur de la TVA, le génial Laurel, puisque nous sommes l'inventeur de cet impôt, disait que le problème majeur, ça serait qu'elle serait fraudée. Elle l'est considérablement en Europe, avec des systèmes de carrousel effroyables. Mais alors en Grèce, c'est le sport national. Donc que font les entreprises en Grèce? Elles l'encaissent et elles ne la rendent pas à l'État. Et puis les autres travaillent au noir. Alors voilà, ça sert à rien d'augmenter la TVA, donc on fait des mesures et après on leur impose. Moi, ce qui me choque terriblement, c'est cette histoire de projet de loi. Vous n'y croyez pas du tout là, cet accord passé en Grèce? Ah non, je n'y crois pas du tout. Non, je n'y crois pas. Wolfgang Schäuble n'y croit pas non plus. Il est à deux doigts de démissionner du gouvernement d'ailleurs. Écoutez, mais il sera ministre des Finances du gouvernement. Jean Garry, quand même sur l'anglais, parce qu'on est passé un tout petit peu vite. Il y a 10 ans, moi je suis pas dans les arcanes de Bruxelles, mais la langue de Bruxelles c'était le français. Aujourd'hui, la langue de Bruxelles c'est quoi? Évidemment, c'est l'anglais. Voilà. Mais et quand on pense en anglais, on adopte la philosophie anglaise. On lit le Financial Times, on lit The Economist, on lit plus Le Monde. Mais parlons simplification aussi. Par exemple, est-ce qu'il est utile au Parlement européen de parler 28 langues? Est-ce qu'on ne pourrait pas, comme ça existe d'ailleurs dans des institutions, y compris universitaires, que j'ai fréquentées, des comités internationaux, où on choisit d'avoir 2-3 langues sur lesquelles on peut se rassembler. Les coûts sont considérablement rabaissés et puis on se comprend un petit peu mieux quand même. Et au passage, on parle jeunesse là, c'est quand même un gisement d'optimisme quand même pour l'Europe, parce qu'on peut dire quand même que... Il avait l'air désespéré quand même, le jeune grec. Il pensait qu'il y a une chose, c'est de partir pour payer moins de taxes. Non mais les jeunes générations, elles sont quand même beaucoup plus familiarisées avec l'idée d'Europe, avec ses transferts culturels et autres que les générations précédentes. A priori, il y a quelque chose là qui doit... Erasmus par exemple, même si ça n'a pas toujours très bien fonctionné, mais enfin, tout ça fait qu'il y a quand même une acclimatation à l'idée d'Europe. Ça doit être quelque chose sur lequel on peut jouer, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais parce qu'on était plus sur les questions économiques, c'est l'image de l'Europe. C'est la représentation qu'on se fait de l'Europe, l'incarnation, il faut toujours y revenir. Et donc là, on a quand même des possibilités, il y a des choses à faire, à jouer sur la jeunesse européenne. Alain Fabre. Oui, sur ce sujet-là, moi je pense que d'abord, je suis un partisan de la société civile, et donc souvent la société civile, c'est-à-dire les jeunes générations, ont des comportements qui sont pas ceux des administrations et des États, et je crois que les réactions des gens l'emportent parfois sur ce qu'on dit. Deuxième chose également, on voit, y compris les entreprises grecques, cela monter sur les taxes, mais moi je me souviens, j'étais pas encore né, mais je me souviens avoir lu, si vous voulez, que quand vous avez vu dans des reportages, que lorsqu'on a mis en place en 1950 la déclaration Schuman, quand on a mis en place ensuite les comités européens en 1957, le patronat français était très hostile. La plupart des forces politiques françaises disaient on ne résistera pas au choc. On a supprimé les barrières douanières. C'était le général de Gaulle qui était président à l'époque. Et on entendait dire tous les matins la France n'y résistera pas. Donc si vous voulez, je crois qu'en réalité, les gens ont des situations qu'ils connaissent. Ils n'imaginent pas ce que ça peut être quand les choses changent. Et on peut imaginer, si vous voulez, encore une fois, on peut être rattrapé par l'histoire qui accélérerait. On a vu, si vous voulez, y compris dans la presse allemande,
que la Grèce reste dans la zone euro et qu'elle soit sortie, de toute manière, on aurait aidé la Grèce de la même manière. Il ne faut pas croire que parce qu'effectivement, ils gardent l'euro, ils ont de l'argent, que s'ils étaient sortis, ils en auraient Il y a pas. quand même plus de solidarité. Et donc, en fait, si vous voulez, l'Europe, y compris l'Europe à 28, on parle de la zone euro, mais y compris, reste une Europe solidaire, si vous voulez. On ne laisse pas les gens à l'abandon. Même Mme Merkel l'a dit ce week-end chez vos confrères en Allemagne. Allez, on passe suite aux questions Internet et SMS. L'Europe fédérale aujourd'hui, c'est la guerre civile en France demain. Ah non, c'est le retour des nationalismes et la désagrégation de l'Europe qui provoquerait la guerre, non pas civile, mais la guerre en Europe. Le nationalisme, c'est la guerre, disait Mitterrand lors d'un de ses derniers discours, justement au niveau européen. On a bâti quelque chose dont la seule réussite intangible et incontestable, c'est la paix. Alors tout le reste, on peut contester la prospérité, l'emploi, on n'a pas tout réussi bien et il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais la paix entre nous, l'idée que demain un soldat français puisse tirer sur un soldat allemand, ça nous paraît totalement ubuesque. Non mais c'était pas au sens premier, c'était la guerre civile, genre la montée des nationalismes, le FN, Mélenchon qui dit... Les nationalismes montent partout en Europe parce qu'il n'y a pas assez d'Europe, pas assez de fédéralisme et qu'on n'ose pas faire ce saut pour en effet à un moment donné faire converger nos politiques. On est entre deux. Pourquoi serait-ce perdre en souveraineté de laisser le pouvoir à l'Union européenne? Est-ce si grave d'être européen avant d'être français? C'est tout l'enjeu, et je le répète, un enjeu qui remonte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et même avant. Mais est-ce qu'il y a un peuple en Europe qui se dit européen avant d'appartenir à son pays? Mais je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se posent pas véritablement la question, qu'ils sont à la fois bretons... c'est peut-être pas le bon exemple, mais enfin, qui sont bretons, français et européens. C'est quelque chose qui est maintenant, qui est devenu une... Ils ont quitté l'Union européenne d'ailleurs pour se rendre compte qu'on a une culture européenne. Nous sommes indissociablement les deux, si vous voulez. On ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas dire je suis français, pas européen, ou je suis européen, pas français. Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, je voulais insister sur le terreau commun sur lequel on a construit l'Europe. Après la guerre, on l'a reconstruit après la guerre. Et donc, il y a aussi cette dimension à la fois singulière de la nation et en même temps, je veux dire, commune du patrimoine européen. Drôle d'Europe où les petits pays sont mis de côté comme s'ils n'existaient pas. Je ne veux pas de cette Europe. C'est pas vrai. Benelux, qu'est-ce que le Luxembourg, si ce n'est un petit pays? Il est au cœur de cette avant-garde telle qu'elle est promise. Il était parmi les fondateurs. Non. Après, il y a la petitesse et il y a l'intérêt politique. Ouais. Alors c'est vrai que quand on est Chypre, Malte ou la Lettonie, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même poids économique, on n'a pas le même parcours en Europe. Mais ce sont des pays aussi qui n'ont pas eu les mêmes motivations pour entrer en Europe. Beaucoup de pays sont venus dans l'Union européenne parce qu'ils avaient peur de la Russie, parce que l'Union européenne c'était le pendant de l'OTAN pour eux dans une forme d'intégration à l'ouest du continent. Ils n'ont pas eu la même histoire que nous, c'est-à-dire l'Europe construite après la guerre mondiale pour faire la paix avec les Allemands et sécuriser le continent. Sans grain à moudre, le moulin brasse du vent. Est-ce cela la nouvelle politique économique de l'Europe? Est-ce qu'il ne faudra pas transférer une bonne partie du budget dans ce gouvernement économique pour qu'il ne brasse pas du vent? Ouais, oui, forcément, il faut qu'il ait quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il faut qu'il ait des prérogatives budgétaires, fiscales, droit du travail. Il va falloir transférer tout ça. Mais ça, on n'aime pas tellement ça dans les capitales, quand on est aux manettes. C'est pour ça qu'il faut de la méthode et il faut de la démocratie et il faut des explications. Sinon, on aura une montée de Marine Le Pen. François Hollande n'a pas été mandaté pour ce projet. Quelle est la légitimité? Comment le peuple pourra-t-il trancher? Il a été mandaté par sa campagne présidentielle pour d'abord une renégociation du traité Merkel-Sarkozy. Bon, il l'a renégocié à minima. Ça lui a d'ailleurs valu une première rupture avec sa gauche. Historiquement, François Hollande a toujours été le fils spirituel de Jacques Delors. Ce qui est surprenant, c'est pas qu'aujourd'hui il se sente mandaté pour ce genre de projet, c'est que dès 2012, il ne l'a pas fait. Il y a une sorte d'éclipse de l'Européen Hollande entre 2012 et 2015, comme si la crise grecque qu'on vient de traverser et une certaine victoire diplomatique qu'il a remportée en étant médiateur l'avait réveillé, l'avait sorti de son coma européen. Il faut s'en féliciter. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il ne reste que 18 mois avant la fin de son mandat. La création d'un gouvernement européen ne sonnerait-elle pas la fin du système social de la France? C'est le contraire. C'est le contraire parce que... c'est l'un des plus généreux en Europe quand même. Donc vrai, si on se dit qu'on va vers une moyenne... Justement, c'est pour ça que ça joue dans les deux sens, parce que je crois qu'on a besoin de discipline européenne pour le sauver. Les Allemands ont fait la réforme de tout ça en l'année 2003-2005. C'était pas pour abroger l'État social, c'était pour le pérenniser. Si aujourd'hui nous ne le réformons pas, il ira à la faillite. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc l'Europe, parfois, elle vous apporte un petit peu ce surcroît de punch, de dynamisme, d'incitation pour faire les réformes et pérenniser les choses. Quand on parle de sécurité sociale, si un jour il y a un gouvernement européen, la sécurité sociale française restera gérée par les Français, comme pour les Allemands ou les Espagnols. Mais on dira on est obligé de réduire les allocations parce que sinon Bruxelles va nous taper sous les doigts.
C'est comme une entreprise. Toutes les entreprises ont besoin d'équilibrer leurs comptes. Chiche, qu'il s'engage, qu'il explique et qu'il consacre la fin de son mandat à ça, il entrera dans l'histoire. Est-ce que c'est pas une sortie par le haut? Si, c'est une manière pour lui de se présidentialiser. Et de la même manière qu'il joue à l'international, Ukraine, Mali, l'homme qui protège des risques et l'homme qui intervient là où le monde brûle, il veut sur le chantier européen, où encore une fois il a été absent pendant 3 ans, dire je fais quelque chose. J'impulse quelque chose. Alors il n'aura pas le bilan de Mitterrand, il n'aura pas le bilan de Giscard, ni même celui de Delors, mais il peut impulser quelque chose. Après, pour rentrer dans l'histoire, il ne faut pas le dire, il ne faut pas l'impulser, il faut le réaliser. Et ça, c'est un peu court, 18 mois. Alors s'il arrive à être réélu, il aura 50 plus, détaché de tout enjeu électoral puisqu'il ne se représentera pas en 2022, pour mettre une statue européenne sur un piédestal national. Lui de le réussir. Il faudrait quand même qu'il inverse la courbe du chômage. Aussi. Pour être élu en 2017. Ça, je trouverais que ça serait mieux pour entrer dans l'histoire. Comment François Hollande est-il perçu par les dirigeants européens et par les peuples européens? Il est assez peu connu en... C'est toujours difficile, ça, de le dire. Il y a certainement quelques réticences de la part de Mme Merkel ou voire de M. Cameron. Mais au-delà de ça, si vous voulez, il y a un enjeu politique majeur. Enfin, on l'a dit là, mais qui dépasse simplement l'image de François Hollande ou sa réélection. C'est l'image de la reconquête d'un espace politique qui, aujourd'hui, on le voit bien, de plus en plus est occupé par des populismes qui s'appuient sur l'euroscepticisme, voire l'europhobie. Donc là, il y a un enjeu majeur. Je pense qu'il l'a compris. Et c'est la meilleure façon pour lui de reconquérir aussi cette présidentialité qu'il a commencé à reconnaître. Que pense la droite de ce projet qu'elle risque de devoir prendre en charge dans moins de 2 ans? Très embêté la droite dans toute cette affaire grecque, que ce soit Juppé, que ce soit Sarkozy, ils ont joué d'un pied sur l'autre, ils n'ont pas vraiment trouvé leur ligne. Par ailleurs, ils sont tellement divisés entre présidentiables que la ligne de la droite, c'est difficile à tenir. C'est un moment de vérité pour la droite aussi. Il y a au sein de la droite des républicains, mais aussi des centristes, des Européens extrêmement convaincus, des fédéralistes un peu muets, un peu timides, et puis des souverainistes, des eurosceptiques. Vous allez de Guénaud à Bayrou, vous avez tout le spectre des attitudes possibles pour l'Europe. Eh bien, à elle de se mettre au clair. À elle de se mettre au clair et de dire, voilà, on veut bien de cette gouvernance économique, mais à telle condition, ou on n'en veut pas. Ça risque, et sans doute Hollande a-t-il ça dans un coin de sa tête, d'être une bombe à fragmentation dans la primaire. Le vrai défi n'est-il pas de faire dialoguer les différentes cultures? Jean Garrigue. Ce dialogue des cultures en Europe, il a commencé donc au XIXe siècle, et je dirais même bien avant. Donc le dialogue, il est permanent entre les cultures, et notamment la France, elle a un rôle particulier à jouer. Oui, enfin, en Grèce, on le disait, on ne paye que 40%. Enfin, 40% de la TVA est fraudée. J'imagine qu'en Finlande, 40% de la TVA n'est pas fraudée, non? C'est tout le pari c'est tout le pari précisément de la construction européenne. On peut changer un Grec en finlandais qui paye sa TVA rubis sur l'ongle. On ne le changera jamais en finlandais, comme on n'a jamais changé quelqu'un du Nord en méridional. Mais on peut les rapprocher sur un projet commun, sur une espérance commune, un dessein, un grand dessein commun. Et l'Europe, c'est par excellence le dessein de l'avenir, le grand dessein de l'avenir. On ne dira pas les Grecs détournent les aides sociales en les abusant. Il y avait une île en grec comme ça où ils étaient tous aveugles parce qu'ils touchaient comme ça les allocations d'aveugles. Vous vous souvenez? Oui, voilà. Oui, il y avait. T'as dit le bizarre. Une Europe unie pourrait conduire à une synergie des exportations et nous sortir de la concurrence permanente, non? Je ne sais pas, l'exportation du gaz de schiste, par exemple. En tout cas, on pourra faire du protectionnisme européen de manière plus facile, parce que là aussi, c'est une Europe qui s'est ouverte comme une passoire. On l'a vu, par exemple, sur le photovoltaïque. On a fait des lois formidables. Ça a profité à ceux qui faisaient des panneaux solaires en Chine. Donc là, on pourra faire du protectionnisme européen concerté et intelligent. Et oui, sur des décisions fondamentales telles que le gaz de schiste, mais dans un esprit de Les Polonais veulent, nous, on ne veut pas. Qui décide? C'est fédéral. Chacun fait ce qu'il veut sur son territoire. Mais après, on ne pourra pas dire, moi, je n'en fais pas, mais je profite des recettes. Ça sera un peu compliqué. Le but est-il qu'à terme, l'Europe ressemble aux États-Unis? Les États-Unis d'Europe, Enrico Letta, le prédécesseur de Matteo Renzi, en avait parlé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu un chef d'État européen dire notre horizon, notre port que nous visons, c'est les États-Unis d'Europe. Victor Hugo. Avec Bruxelles qui serait Washington. Et vous y croyez? Mais on veut y croire, bien sûr. Quid de la souveraineté des États en cas de création d'un gouvernement européen? Forcément, elle va diminuer. Moindre.
Est-ce qu'il y a alors quels sont les domaines où elle ne disparaîtra pas? Il y a deux solutions. Militaire. Il y a deux solutions, si vous voulez, ou bien c'est une fédération par le bas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le Crédit Agricole, si je veux dire. On crée une caisse unique et on met les attributions et ce sont les États qui restent souverains. Ou bien effectivement on décide, pourquoi pas. Programme scolaire, on peut imaginer qu'il soit européen. Après tout, on nous dit les cultures sont communes. Tronc commun et après des options régionales, chacun a sa culture. Et pour le militaire, mieux géré que le Crédit Agricole quand même. Le bouton nucléaire, il restera français. Mais si on attaque l'Allemagne, on sait bien qu'on les protège.